On poursuit ce Lex Inside, on va parler de la clause de non-concurrence avec mon invité Victor Mollet, avocat fondateur du cabinet Egg Avocat. Victor, bonjour. Bonjour Arnaud. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'une clause de non-concurrence? Alors Arnaud, tout d'abord, si vous me permettez, il faut rappeler que durant l'exécution du contrat de travail, le salarié est tenu à une obligation de non-concurrence en vertu de son obligation de loyauté. Et en principe, après la rupture de son contrat de travail, le salarié retrouve sa liberté d'exercice professionnel, c'est-à-dire qu'il peut aller travailler chez un concurrent s'il souhaite. Et la clause de non-concurrence, qui est insérée par l'employeur dans le contrat de travail, permet d'empêcher le salarié, pendant une durée limitée et sur un territoire défini, permet d'empêcher le salarié d'exercer chez une entreprise concurrente ou d'exercer à son propre compte une activité concurrente à celle de son ancien employeur. Et donc elle s'applique après la rupture du contrat de travail. Bon, maintenant on sait ce qu'est une clause de non-concurrence, mais quelles sont ses conditions de validité? Alors quelles sont ces conditions de validité? Elles ne sont pas fixées par la loi, mais elles ont été fixées par la jurisprudence. Elles sont au nombre de 6. Tout d'abord, la clause de non-concurrence doit être écrite, soit dans le contrat de travail, ou, ça peut arriver parfois, par la convention collective. La deuxième condition, c'est que la clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise. Ensuite, elle doit tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié. Elle doit être limitée dans le temps et dans l'espace. Et elle doit comporter une contrepartie financière pour le salarié. Et en cas de non-respect de l'un de ces 6 critères sont cumulatifs, la clause de non-concurrence pourra être jugée comme nulle. Alors, on va revenir sur la limitation géographique et temporelle de la clause de non-concurrence. Quelles sont ses limites? Alors, quelles sont ces limites? Alors, il est important tout d'abord de définir la limite géographique. Par exemple, la jurisprudence a pu déclarer nulle une clause de non-concurrence qui visait comme limite géographique les différents établissements où était située la société. Pourquoi? Parce qu'au moment où le salarié signe son contrat de travail et le moment où se produit la rupture, la société peut avoir acquis de nouveaux établissements et donc, vous comprenez bien, le périmètre géographique a pu être étendu. Bien donc sûr. il faut précisément définir la limite géographique. Ça peut être des régions, des départements, mais ça peut être aussi des pays. Par exemple, si le salarié travaille pour une société qui travaille uniquement sur le territoire national et qu'il intervient sur tout le territoire national, l'employeur peut très bien fixer comme limite géographique le territoire national. D'accord. Si le salarié intervient sur 3 pays, France, Allemagne, Suisse, l'employeur peut très bien fixer comme limite ces 3 pays. Sur la limite temporelle, la clause de non-concurrence doit indiquer une durée limitée pendant laquelle l'interdiction s'applique. Une durée longue se justifie plus aisément pour les salariés qualifiés et inversement, une durée plus courte se justifie pour les salariés qui sont moins qualifiés. En pratique, la durée retenue varie entre 12 à 24 mois. D'accord. Alors, vous l'avez dit également, cette clause de non-concurrence doit comporter une contrepartie financière. Quel montant fixé comme contrepartie financière? Alors, c'est une très bonne question. Au-delà du montant de la contrepartie financière, on doit prévoir dans la clause de non-concurrence les modalités de calcul, la périodicité et la durée de versement de cette contrepartie financière. Comme vous l'avez expliqué, elle doit être non dérisoire. Qu'est-ce qu'on entend par non dérisoire? Au regard de la jurisprudence, on considère qu'une clause, une contrepartie financière est non dérisoire lorsqu'elle dépasse une indemnité mensuelle supérieure à 25% de la rémunération mensuelle fixe plus variable. D'accord. Si elle est inférieure à 20-25%, on peut considérer qu'elle est dérisoire et le salarié pourrait considérer que sa clause de non-concurrence est nulle. D'accord. Un autre aspect qui peut être intéressant à aborder, est-ce que l'employeur peut renoncer à appliquer la clause de non-concurrence? Alors c'est une très bonne question parce qu'effectivement,
l'employeur peut se rendre compte au moment de la rupture que la clause de non-concurrence n'a plus d'intérêt et peut souhaiter lever la clause de non-concurrence. Il peut le faire. Il peut le faire à certaines conditions. En respectant les conditions de renonciation qui sont prévues par le contrat de travail et qui peuvent être également prévues par les dispositions conventionnelles si elles existent. Et vous allez me poser la question, qu'est-ce qui se passe si on n'a pas de conditions de renonciation prévues dans le contrat de travail ou la convention collective? Dans ce cas-là, il faut impérativement l'accord du salarié au moment de la rupture. D'accord. Et dans le cas où c'est le salarié qui ne respecte pas la clause de non-concurrence, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les sanctions? Alors, il y a plusieurs actions possibles. Tout d'abord, en tant qu'employeur, si vous avez un salarié qui ne respecte pas sa clause de non-concurrence et qui va travailler chez un concurrent, vous pouvez engager une action en référé. D'accord. Et demander au conseil de prud'homme qu'il interdise au salarié, sous astreinte, de cesser ses fonctions avec son nouvel employeur. Ensuite, vous pouvez engager une action au fond, toujours devant le conseil de prud'homme, pour demander le remboursement des sommes perçues au titre de l'indemnité de non-concurrence et la condamnation du salarié à verser l'indemnité prévue dans la clause pénale et éventuellement des dommages et intérêts s'il n'y avait pas de clause pénale. Et il y a un troisième type d'action qui est intéressant à connaître, c'est que l'employeur peut également engager une action en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce contre la société qui a embauché le salarié en connaissance de sa clause de non-concurrence. C'est une action en concurrence déloyale contre le nouvel employeur. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. Si jamais l'employeur ne verse pas cette contrepartie, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Si l'employeur ne respecte pas la clause en ne versant pas cette contrepartie financière, vous, en tant que salarié, vous n'êtes plus obligé de respecter la clause de non-concurrence. Et vous avez tout intérêt, en fait, à agir devant le conseil de prud'homme en expliquant que l'indemnité de non-concurrence ne vous avait pas été versée, et que pour être formellement libéré en fait, de cette clause de non-concurrence, et demander des dommages et intérêts à votre ancien employeur en raison du préjudice subi. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à avoir en tête pour respecter cette clause de non-concurrence côté salarié et côté employeur également? Alors oui, effectivement, il y a des bonnes pratiques à avoir. Je commence en tant qu'employeur. Tout d'abord, bien vérifier en fait qu'est-ce qui est mentionné, qu'est-ce qui est stipulé dans votre contrat de travail. Vérifier qu'on a bien les 6 conditions que j'ai pu énumérer, et notamment que l'activité de l'entreprise, et non pas l'activité du groupe, l'activité de l'entreprise est bien définie dans la clause de non-concurrence, que les spécificités de l'emploi justifient l'insertion d'une clause de non-concurrence, et qu'on a bien une indemnité de non-concurrence qui n'est pas dérisoire. D'accord. Et côté salarié? Et côté salarié, regardez aussi si les 6 conditions sont bien présentes, pour vérifier que cette clause de non-concurrence s'applique bien, vérifier le montant de l'indemnité de non-concurrence, et surtout vérifier sur quel secteur d'activité elle s'applique, et sur quel périmètre géographique elle s'applique. Peut-être vérifier que le périmètre ne soit pas trop important pour garder quand même une liberté si jamais un jour le salarié veut changer d'emploi. Exactement. Ouais. C'est connaître en fait son obligation qui s'applique à l'issue de la rupture de son contrat de travail. Et un autre réflexe, c'est vérifier au moment de la rupture, en tant qu'employeur, est-ce que je lève la clause de non-concurrence, parce qu'après la rupture du contrat de travail, il sera trop tard. Et en tant que salarié, est-ce que mon employeur a levé ou non la clause de non-concurrence qui figurait à mon contrat de travail? On va conclure là-dessus. Merci Victor Mollet. Je rappelle que vous êtes avocat fondateur du cabinet Egg Avocat. Merci Arnaud. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.